Waouh, waouh, waouh. Sinners, ça fait vraiment beaucoup débat sur l'internet et à mon tour de vous donner mon avis. Alors, avant de vous parler du film, il faut que je vous invite à vous jeter en salle pour aller voir La Légende d'Oshi. Pourquoi ? J'ai vu ce film 2 jours après sa sortie, j'ai déjà tourné la critique la semaine dernière, et j'ai beaucoup aimé le film, et avec le recul, vraiment, je me suis dit que c'est ce cinéma qu'il faut défendre, donc je vous conjure d'aller voir Oshi tant qu'il est encore en salle, parce que je pense qu'il ne va pas rester malheureusement très longtemps, et même si Sinners est déjà sorti il y a 2 semaines, il va sûrement rester un peu plus longtemps que Oshi, donc foncez voir Oshi par pitié. Enfin bref, après cette petite aparté, parlons enfin du film Sinners, sorti le 16 avril. C'est réalisé et écrit par Ryan Coogler, à qui on doit déjà Black Panther et Creed. C'est avec Michael B. Jordan, évidemment. On a pu aussi lui voir dans Black Panther et dans Creed, évidemment. C'est aussi avec Hailey Steinfeld. On peut la retrouver, elle, dans la série Hawkeye, mais elle est aussi dans Arcane et Spider-Man Into the Spider-Verse. Bumblebee aussi, pour ceux qui ont vu, moi je l'ai pas vu. Et avec Jake O'Connell, un film qui dure 2h15, 100 millions de budget. Et à l'heure à laquelle je vous parle, 2 semaines après sa sortie, on est à 161 millions de dollars au box-office dans le monde entier, avec 122 aux États-Unis et 40 à l'international. Et Sinners, bah écoutez, c'est un film qui fait beaucoup débat ces dernières semaines parce que il y a plein de gens qui crient au génie dans ce film et plein d'autres qui disent que c'est de la branlette. Et écoutez, vu qu'on est sur un retour là à 160 millions, le film va pas forcément être hyper rentable. Vous le savez, au box-office, il faut que le retour fasse x2, x2,5, voire même x3. Donc on est normalement censé arriver sur du 250-300 millions. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Même si le bouche à oreille pour certains est très très bon, alors ça raconte quoi? Il met en scène Michael B. Jordan qui incarne les jumeaux Elijah et Elias dans les années 1930 durant la Prohibition. Ils reviennent dans leur ville natale de Mississippi pour redémarrer leur vie. Ils vont cependant être confrontés à d'horribles événements surnaturels. Des vampires. J'ai plutôt bien adoré Sinners. Je trouve que le minimum que ça raconte est bien. Je trouve que dans sa globalité, tout est bien. Je en suis ressorti avec un sourire. J'ai trouvé que le film a quelques points faibles, mais qu'il a aussi énormément de points positifs. On abordera plus en détail du coup dans la partie no spoil. Mais la mise en scène et la photo, il y a de l'idée, mais c'est pas toujours ça. La musique est exceptionnelle dans le film. Le casting tire bien son épingle du jeu. C'est loin du coup quand même d'avoir des récompenses aux Oscars, mais ils font bien le taf. Je trouve qu'il y a une assez bonne direction artistique dans l'ensemble. Et le deuxième petit point positif du film, c'est son scénario et sa narration, qui est parfois, je trouve, assez intéressante. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Et donc le problème, il est là, en fait, c'est que ce film, c'est réalisé par Ryan Coogler, qui est de base un excellent réalisateur, film d'auteur, tout ça, voilà. Il y a beaucoup qui lui reprochent, et il est parti très vite dans cette machine d'Hollywood pour faire du coup Black Panther et ensuite Creed, même si Creed, je pense qu'il a dû avoir un peu plus de liberté quand même. Et aujourd'hui, voilà, il ressort son film, les studios se sont arrachés. C'est Warner Bros. Du coup qui a réussi à avoir tout ça, même si Ryan Coogler a réussi à avoir sa carte blanche et a pu faire ce qu'il veut dans le film et ça se voit. Et du coup, voilà, il y a plein de gens que je qualifierais peut-être un peu de rageux, qui crachent sur les points négatifs du film en disant que ça gâche un peu tout, et que du coup c'est un film qui devient un peu une branlette de la part de Ryan Coogler, en mode voilà, après être sorti du coup de ce truc d'Hollywood, il refait son film d'auteur et du coup il essaye d'en mettre un peu plein la vue à tout le monde en mode regardez, moi je sais faire un film. Et bah moi je suis pas trop d'accord avec tout ça, dans le sens où je comprends tous les propos qui sortent sur ce film. Je les comprends parce que je les vois aussi, mais je me dis qu'aujourd'hui on a quand même énormément de booze qui sortent un peu partout à droite à gauche, que trouver des bons films c'est assez rare et que trouver des films qui ont cette qualité comme Sinners, bah ça fait quand même du bien. Voilà, oui, le film n'est pas parfait, mais ça fait du bien. Et on en parlait en sortant de la salle avec les amis à qui je suis allé voir le film. Vous savez, j'aime bien qualifier le fait que je suis un peu la critique du grand public, un peu pour tout le monde. Et vraiment, ce que m'ont dit mes potes en sortant du film, c'est, même si on va dire qu'ils vont peut-être 2 ou 3 fois moins que moi au ciné,
Et bah ça leur a fait plaisir de voir un bon film, et ils m'ont dit que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un bon film comme ça. Et je comprends tout à fait leur point de vue. Et je pense qu'il faut passer outre ce côté un peu branlette de film d'auteur de ce film, essayer juste de comprendre ce qu'il a voulu nous montrer, et pas rentrer évidemment dans cette parano de « Oh gna gna, je suis un pro-cinéphile, je connais tout, et là j'ai compris que le réal, il voulait m'en mettre plein la vue, moi je suis pas bête comme tout le monde ». Je pense qu'il faut arrêter d'être prétentieux comme ça en fait. Il y a énormément de mauvais films sur lesquels on peut bien cracher du venin. Il y a même des films qui sont assez moyens sur lesquels plein de gens insistent bien pour bien cracher son venin. Je pense que sur Sinners, on a autre chose à foutre que de cracher du venin sur ce film en fait. Et c'est pour ça que je suis content que la critique plus sérieuse, plus un peu cucu, tout ça là, ressorte plus le négatif que le positif du film, même s'ils reconnaissent qu'il y a quand même pas mal de positifs dans ce film, et que le grand public dans l'ensemble soit là à défendre le film et à dire non, c'est un bon film, et on a kiffé, et vous avez bien fermé vos gueules. J'ai vu aussi qu'il y en a plein d'autres qui disent qu'il mériterait d'être nominé aux Oscars, nanana, bon. Là, j'en sais trop rien, on verra. Je pense qu'il y a un ou deux trucs où s'il a une nomination, bon, je dirais pourquoi pas. Mais bon, bref, voilà, c'était vraiment ce côté-là où il fallait que je m'exprime. Parce que vous savez, je vous dis aussi toujours que je ne vais voir aucune critique avant du coup de faire ma critique pour me pas faire influencer. Et maintenant, vu que je me fais pas influencer et que juste mon avis change très rarement sur le film, ça arrive peut-être que plus tard, à froid, vu que je fais que des critiques à chaud, très rare que je fasse des critiques à froid, mon avis change un peu légèrement, mais c'est soit toujours un peu plus positif ou un tout petit peu moins négatif, ça change pas grand chose. Et du coup maintenant j'aime bien aller voir des petites critiques no spoil, pas beaucoup, 2 ou 3, pas plus, pour tâter un peu le terrain et voir un peu ce que les gens pensent, pour me dire putain les frères, je trouve que vous êtes dans l'excès, ou ouais parfois même pas du tout, ouais je suis d'accord. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Et bah du coup je vais pouvoir vous dire tout ça grâce aux parties un peu plus techniques. Et on commence comme d'habitude par l'image et la photo. La photo dans l'ensemble elle est assez moche. J'ai été assez étonné au début du film, je l'ai dit tout de suite, je me suis dit ah putain merde le film est très sombre, je pense qu'on est dans une petite salle là où l'écran doit pas être très bon. Où du coup la projection doit pas être très bonne, pas du tout. J'ai été voir au final, du tout. J'ai appris au final que c'était fait exprès, qu'il y ait ce filtre un peu sombre tout le long du film. Et du coup c'est un peu dommage, ça nique un peu toute la photo. Quand on voit l'affiche, on voit que c'est une affiche qui a une bonne colorimétrie, et c'est dommage. Toutes les autres affiches que j'ai vues d'ailleurs sont très belles, je trouve que celle d'ailleurs c'est la pire, l'affiche principale c'est la pire, elles sont toutes mieux je trouve les autres. Surtout celle où on voit les deux frères. Et ouais au niveau de la couleur et de la photo c'est pas génial, c'est vrai que c'est pas un des plus gros points forts du film. En revanche au niveau de sa mise en scène, là c'est un peu mieux. On a quelques mouvements de caméra intéressants, on a 2 ou 3 plans séquences. Personnellement, je trouve que ça fait toujours plaisir de voir un peu de plans séquences. Et moi, je suis bien content d'en voir ici. Et après, voilà, le problème, c'est que quand il y a un peu d'action qui commence à arriver, étant donné que déjà c'est assez sombre, et que je trouve que l'action est pas toujours bien filmée, on arrive bien à se repérer dans l'espace, par contre, ça c'est cool. Mais c'est vrai que déjà l'action est un peu rushée et du coup le fait que ça soit pas toujours très bien filmé, les chorégraphies sont pas incroyables, on a un peu du mal parfois à suivre ce qui se passe à l'image au niveau de la fin, au niveau de l'action, et c'est un peu le seul vrai problème qu'on a au niveau de la mise en scène. Et après sinon en termes de cadre, j'ai pas vraiment retenu quelques gros cadres qui sont hyper impressionnants, hyper stylés. Il y a quelques cadres assez sympas dans l'ensemble où la caméra nous propose d'assez jolis trucs, mais vraiment rien de spécial en fait. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Niveau ensuite de la musique, c'est un des gros points forts de la musique, c'est vraiment une mise en avant du blues, du gospel et de tous les styles de musique afro-américains qu'on peut retrouver un peu dans le monde, on va dire. Et c'est un peu étrange que vous me direz, normalement c'est un film qui se passe pendant la Prohibition, et on a une scène où j'ai vu que tous les gens criaient au génie pour cette scène, et c'est réel, c'est la scène préférée de tout le monde, c'est un peu inattendu sur le coup. Et voilà, on nous dit que cette musique du coup est là pour rassembler, pour réunir cette communauté du coup noire, quelque chose qui les relie tous profondément. Et du coup on a droit à un moment donné, au bout d'1 heure de film, à une scène qui se passe du coup dans cette prohibition, avec de la musique de la prohibition,
Et tout d'un coup, on va avoir tous les styles afro-américains qui ont existé jusqu'à ce jour, qui vont se mêler à tout ça. Et c'est très bien réalisé à ce moment-là. La musique est incroyable. La musique d'ailleurs qui est composée par Ludwig Göransson, qu'on a pu retrouver dans Oppenheimer précédemment. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que la musique marche aussi super bien dans ce film. Et ouais, cette scène est vraiment géniale. Cette scène est assez impressionnante. C'est une scène qu'on n'oublie pas. C'est vraiment la scène du film. Et il n'y a pas que ça, toute la musique tout le long du film est vraiment cool, que ce soit quand la musique est très mise en avant ou quand elle est en fond. Ça sert beaucoup aussi pour sa narration, mais ça on y reviendra en partie scénario plus tard. Mais ouais, la musique là c'est du 5 étoiles, c'est vraiment le plus gros point fort je dirais même du film. J'ai vu que les genres du film on le qualifiait du coup de horreur, aventure. On pourrait même peut-être un peu le classifier même de musical, un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a, sur les 2h15, il doit y avoir peut-être que 10 ou 15 minutes où il n'y a pas de musique. Et vous connaissez à quel point la musique, c'est important dans un film pour moi. Donc là, c'est du clairement réussi. Ensuite, au niveau, du coup, de son scénario. On y vient, du coup. Alors, beaucoup de gens reprochent, évidemment, que ce film est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, que le gros point faible, c'est le scénario, c'est sa narration qui est beaucoup trop lente, qui est beaucoup trop longue, que ça ne raconte rien, qu'on se fait chier, nanana, voilà, ça c'est un peu les avis des rageux. Et moi je trouve que cet avis, il peut être entendable, je peux comprendre que ça puisse faire chier certains. Oui, le film aurait pu être plus court, ça c'est vrai. Il y en a qui disent qu'il faut carrément retirer 1 heure. Bon là je suis pas trop d'accord par contre. Mais dans un autre sens, moi je suis content parce qu'on se plaint souvent que les personnages secondaires sont pas assez bien traités et que dans les films d'horreur quand ils meurent, du coup leur mort ne sert à rien et c'est pas émouvant parce qu'on s'en fout. Je pense, et justement tout le contraire pour ce film, je pense que le scénario et surtout la narration est hyper importante dans le film et que c'est plus là-dedans qu'il faut se concentrer. C'est vrai que le marketing a beaucoup mis en avant ce côté film d'action de vampires. Mais évidemment, ils n'ont pas le choix de faire ça, c'est pour attirer du monde. Et du coup, beaucoup de gens en profitent pour claquer sur le film, pour dire « Eh les frères, vous nous vendez que c'est un film comme ça, mais au final, ça l'est pas. » Bah ouais, mais au final, soyez bien contents que ça l'est pas vraiment. Ça l'est que pendant 1/4 du film. En 3/4 du film, c'est de la narration musicale. C'est de la narration de personnages. Et oui, parfois, il y a la narration aussi avec les vampires. Et ça, c'est cool aussi. On est vraiment sur du 1/4 narration, 1/4 narration musicale, 1/4 narration vampire et 1/4 d'action avec les vampires. Donc moi je trouve que c'est assez bien équilibré au final. Faut juste laisser prendre par l'aura du film et continuer. Vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Donc du coup, tout le long du film, on voit arriver du coup ces 2 frères qui vivaient dans cette ville du Mississippi, qui reviennent du coup de Chicago, là où c'est de grands gangsters, et ils sont un peu connus un peu partout dans ce coin-là. Et ça, c'est très bien montré dans le film. Ils sont très respectés et ils font très peur. C'est vraiment de bons gangsters. Et que du coup, ils retournent dans cette ville pour monter un peu leur business après tout ce qu'ils ont fait. Donc de là, ils vont aller chercher plein de gens à droite à gauche pour faire du coup leur business. Faire un coin pour réunir la communauté noire, pour faire de la musique, pour manger, pour boire, pour passer des moments tous ensemble. Et tous ces personnages vont être traités un par un. Et un côté un peu Ocean Eleven où petit à petit on va voir les personnages et on les recrute. Bah là c'est pareil, sauf que ces personnages, quand on les recrute, ils nous racontent leur histoire. Alors pour certains un peu plus que pour d'autres, mais non seulement ils nous racontent leur histoire, mais ils nous racontent aussi quel lien ils ont avec les personnages principaux. Donc du coup ça fait que là on a enfin des personnages qui sont développés et des personnages qui ont un lien avec les personnages principaux. Donc on va me dire que c'est un peu long, oui, mais au moins c'est bien traité et c'est bien fait. Et je trouve que la façon dont c'est fait, il y a une narration qui est assez correcte, surtout qu'on utilise beaucoup une narration musicale pour présenter ces personnages. Au-delà qu'il y ait de la musique, on a aussi même des voix qu'on entend au fond quand ils nous racontent une histoire pour nous faire revivre un peu leurs histoires. Donc voilà, moi je le prends de ce point de vue-là. Ceux qui disent que c'est trop long et qu'on se fait chier, bah écoutez, ça c'est votre avis perso. Et je pense qu'il faut pas se fier que au truc de putain, moi je veux voir un film d'action de vampire. Je pense que ce n'est pas que ce que voulait montrer Coogler dans le film. Il voulait aussi faire autre chose. Je pense vraiment que s'il voulait que faire un film d'action de vampire, il n'aurait pas fait autant de narration et de développement de personnages pour son Sinners. On reviendra sur la partie spoil de certains trucs qui sont passés plus tard. On va vous
crever un par un jusqu'au dernier. Le casting, je trouve réussi dans l'ensemble. On va parler évidemment de la double interprétation de Michael B. Jordan. C'est un truc qui se fait beaucoup, ça, maintenant. Et moi, je trouve ça toujours aussi impressionnant de voir que, du coup, l'acteur peut interpréter 2 rôles différents à la caméra en face. On sait très bien qu'en champ contre champ, on voit toujours un de dos et l'autre de face, donc on sait que c'est un autre acteur qui joue à ce moment-là, du coup, de l'autre personnage. Mais voilà, quand les 2 personnages sont du coup face à toi devant l'écran et qui font des interactions ensemble, où ils se touchent et où il se passe des choses et tout, je trouve que c'est toujours assez bien fait, ce genre de film. Et là, ça l'est du coup dans Sinners. Et oui, bah, on arrive très bien à distinguer du coup quels sont les 2 différents personnages joués par Michael B. Jordan. Que ça soit du coup grâce aussi à la couleur qu'ils ont. Voilà, il y en a un qui est en mode Peaky Blinders avec pas mal de bleu sur lui, et l'autre qui est un peu plus en mode cowboy de la prohibition, on va dire, de cette époque, gangster plutôt, avec un chapeau rouge et une cravate rouge. Et voilà, on voit la différence entre les 2 persos, où le bleu, lui, est plus réservé, plus sérieux, et on le comprend d'après son histoire, et le rouge qui est un peu plus fun, voilà, un peu moins réservé, un peu plus marrant, quoi. Et voilà, il arrive très bien à faire les 2 interprétations différentes. L'alchimie entre les 2 personnages colle bien, du coup, et l'alchimie qu'ils ont aussi avec les autres personnages, chacun de leur côté, colle aussi très très bien, je trouve. Et sinon, je trouve le reste du casting assez intéressant. Hailey Steinfeld, je la trouve vraiment cool. Je trouve vraiment que là, comparé à Hawkeye, on voit vraiment que c'est devenu une femme maintenant, que c'est plus juste une jeune femme adolescente, c'est vraiment devenu une vraie femme. Et j'espère qu'on la reverra du coup dans d'autres œuvres comme ça ou dans d'autres gros films, parce que je la trouve vraiment intéressante comme actrice. Jake O'Connell, je le connaissais pas. J'ai vraiment trouvé excellent dans le film, son personnage est vraiment cool. Il est aussi doublé par Ronald Ryu, donc j'ai vraiment grave kiffé. J'ai beaucoup aimé son personnage, j'en dis pas plus pour pas spoil. Je trouve que dans l'ensemble, voilà, les autres personnages secondaires aussi sont vachement bien. Le petit jeune avec sa guitare, il est assez attachant. L'histoire qui est racontée aussi avec d'autres femmes sont vachement cool, avec la femme du coup de Michael B. Jordan qui est en bleu. Le vieux aussi est assez attachant et assez sympathique, il est assez drôle aussi. Je l'ai pas dit, mais le film est quand même aussi assez drôle, dans le sens où Ryan Coogler, il veut vraiment assumer ce côté un peu fun du film, j'ai envie de dire, où à plein de fois où le sang, ça va être un peu too much, il y a des scènes qui vont être un peu what the fuck, et tout ça, c'est follement assumé. Il y a une réflexion qu'on s'est fait avec mes potes, c'est que, et j'y ai pensé un bon moment pendant le film, c'est que ce film, c'était pas obligé que ça soit une histoire de vampire. Ça aurait pu être un truc bien plus sérieux, une histoire de gangster, un vrai truc sérieux comme il faut. Voilà, je pense que là, Coogler voulait vraiment faire un truc fun, marrant, avec du vampire, et il a assumé le truc jusqu'au bout, et je pense qu'il a bien fait de faire ça, parce que du coup, en assumant ce côté un peu what the fuck, il a pu amener un peu ce côté musical qu'il y a dans le film, qui je pense aurait été un peu compliqué à amener dans un film plus sérieux de gangster qu'il aurait pu faire. Quand il y a cette grande scène de musique qu'on a déjà évoquée avant, moi j'y vois un hommage évidemment à tout ça, mais ça me fait un peu penser à comme dans Babylone, tout à la fin de Babylone, quand on a cet hommage au cinéma, on voit les images des plus grands films qu'il y a eu. Je vois que c'est un peu la même chose, où Babylone, lui, du coup, fait un hommage au cinéma, et que là, Sinners fait un peu un hommage, du coup, à toute cette musique afro-américaine. Donc voilà, ça aurait pu peut-être coller si ça avait été amené un peu comme ça, parce que voilà, Babylone, il y a quand même plein de trucs qui sont assumés aussi dans le film. Voilà, si je dois faire un peu un point de comparaison. Mais oui, sinon, c'est vrai qu'après, les vampires... Les vampires, je les trouve vraiment intéressants, la façon dont ils sont faits physiquement, avec leur bouche, leurs doigts, leurs yeux. Voilà, il y a un très très gros travail sur leurs yeux. Quand on les voit de loin, ils ont vraiment ces yeux rouges, et quand on les voit d'un peu plus près, ils ont ce côté très gris, verdâtre. On voit vraiment que c'est comme si leurs yeux étaient morts, au final, parce que c'était des cadavres, hein, évidemment. Et voilà, il y a un côté qui est bien assumé, dans le sens où on retrouve les trucs classiques du vampire, hein, où si t'es pas invité à un endroit, tu peux pas rentrer. Évidemment, voilà, les puits en bois, le jour qui se lève, voilà, plein de trucs comme ça, mais il y a aussi pas ce côté compliqué où... une fois que t'es mordu, voilà, le mec se réveille très peu de temps après, et c'est déjà un vampire, il n'y a pas besoin de faire 36 000 trucs ou je sais pas quoi. Voilà, on va au direct et on apporte ce côté vampire juste pour amener ce côté fun au film, et moi je trouve que voilà, c'est... ce qu'il a fait, du coup, c'est assumé, et du coup, ça colle bien. Oui, ça arrive pas tout de suite, et du côté du marketing, du coup, c'est légèrement du mensonge, mais quand je vois le côté vrai film qu'il a pu apporter derrière, ça me dérange pas du tout, et une fois que ça arrive...
ça arrive lentement dans la narration et après ça part très vite en scène d'action. Comme j'ai dit, même si c'est pas toujours très bien filmé, c'est toujours assez cool, c'est toujours assez marrant. On conclut très rapidement par la direction artistique que j'ai trouvé très bien. Voilà, les costumes, les décors, maquillage, coiffure, tout ça, on est très bien, on est vraiment plongé dans ce monde de prohibition. Ça parle vraiment un peu de tout, évidemment, ça parle aussi de racisme, évidemment, parce qu'en costume, je pensais évidemment au costume des Kukulkan qu'on retrouve. Et ouais, non, c'est vraiment un sujet qui est abordé, même si on veut pas aller en détail plus là-dedans, c'est pas le but du film de toute façon, où on a du coup pas mal de choses qui sont racontées par rapport à ça. Il y a surtout la première scène de fin, parce qu'il y a 2 scènes de fin, où on nous amène un côté un peu satisfaisant par rapport à ça, où on tue pas mal de racistes. Et c'est vrai que la dernière scène de fin, qu'on parlera en partie spoil, est vraiment très cool et vraiment grave stylée. Yo, c'est le geek du futur, je viens de voir que j'avais pris des notes, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, je sais plus, donc je vais le redire là-dedans pour être sûr que je l'ai dit ou pas, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai quand même vu un peu un côté Django, je trouve, dans ce délire-là, il y a un côté un peu tarantinesque, si on peut le dire, et surtout ce côté 8 salopards, évidemment, vu que le dernier acte se passe dans une maison, il y a ce côté huis clos en fait, et je trouve qu'il y a un peu ce côté là aussi. Évidemment, je trouve qu'il y a aussi un air un peu à la Peaky Blinders de temps en temps, surtout au niveau d'un des jumeaux bleus. Et je crois que j'ai oublié aussi de parler de la scène de danse irlandaise avec les vampires. Cette scène aussi était follement incroyable. C'était la meilleure deuxième scène musicale du film. Et je l'ai peut-être pas dit ou pas, mais il y a une deuxième scène post-générique que je n'ai pas vue, qui est à la toute fin du générique. Donc je sais pas de quoi ça parle. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Je vais conclure là du coup pour cette partie no spoil. On va faire une petite partie spoil très rapidement. Pour ceux qui vont nous quitter maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo. Surtout vous abonner, c'est hyper important. À me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Je suis assez actif un peu partout. Et nous on se retrouve du coup en partie spoil. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Alors, la partie spoil. On va surtout parler de la fin. On va pas s'embêter à parler de plus. Où on a cette scène de fin où on a l'impression que du coup, je vais dire le frère bleu et le frère rouge. Le frère bleu du coup, on pense qu'il a tué du coup son frère rouge qui était devenu un peu vampire. Et il arrive pour sauver le petit jeune. Et il repart. Donc les vampires brûlent tous. Et pour nous, ils sont tous morts. Sauf qu'au final, on a une dernière scène à la fin. Passe dans le début des années 90 où on retrouve du coup le petit jeune qui a bien vieilli mais qui a toujours cette cicatrice de griffure. Et qu'est-ce qu'on voit arriver dans son bar? On voit du coup Michael B. Jordan rouge avec sa femme qui ne sont pas morts. Donc what the fuck? Et en fait voilà, il nous explique que le Michael B. Jordan bleu a laissé la vie sauve à son frère si en échange il ne tuait jamais du coup le petit jeune. Alors, la vie sauve, la mort sauve du coup, vu que c'est un vampire, il est mort. Et donc voilà, il vient nous le révéler tout ce temps après, et il vient dire ça auprès de lui. Il passe un dernier temps avec lui, où il leur fait une petite chanson, et ils se disent au revoir, ils se font un adieu, parce que lui, du coup, avec ses pouvoirs de vampire, détecte qu'il va bientôt y passer, et qu'il est vieux. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une scène assez intéressante, parce qu'à la fin du film, on nous met un paf 1990, avec le vieux qui chante et tout. Et il y a un premier générique avec ça, je me dis bon, c'est pas nécessaire de nous le mettre juste pour ça, mais c'est pas fini. Il y a cette scène-là qui arrive juste après, donc j'ai trouvé ça assez cool. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Je pense que les morts qu'il y a dans le film, que ce soit la mort de la femme du bleu, je la trouve cohérente, je la trouve très bien. Le fait que le personnage rouge et sa femme soient dégoûtés qu'il l'ait tué, qu'elle soit pas attention à un vampire, c'est normal parce que eux ils voulaient partir en double couple en mode vampire pour profiter jusqu'à la fin des temps. Le vieux, la façon dont il meurt, elle est à la fois émouvante et à la fois complètement conne parce que bon, il se sacrifie pour les autres, mais il sacrifie vraiment sans tuer personne. Et ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, ça sert à rien de continuer trop longtemps, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, je vous invite forcément évidemment à aller voir ce film en salle très vite, et surtout à aller voir aussi La Légende d'Oshi. Si vous avez 2 films à aller voir là, ces 2 films là, même si je sais que là on a pas mal d'autres films qui arrivent, je sais, on a du coup Until Dawn, on a Thunderbolt, donc voilà, ça va bien le faire pour ce début de mois de mai. Et Fabien, on va se retrouver très vite avec aussi du Mission Impossible et du Lilo et Stitch. Donc pour ce mois de mai, j'ai vu qu'en juin il y avait des trucs sympas aussi, on reste d'être bien gâtés. Bon, et bien bref, voilà, moi je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo, surtout de vous abonner s'il vous plaît, par pitié. De me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Venez me voir en live sur Twitch. Allez voir mes TikTok par rapport à mon Twitch.
Et venez sur Instagram pour me suivre sur toutes mes réactions à l'actualité cinéma et sur le cinéma en général aussi, sur tout ce que je vois et sur mes avis que je donne sur Letterboxd que je partage sur Insta. Je vous dis à la semaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!